La droite française commet depuis longtemps la même erreur. Elle confond l'État avec ceux qui le gouvernent durant un temps. De cette confusion procède un défaut durable. Elle dénonce la bureaucratie au lieu de former la sienne. Elle méprise les concours, les écoles, les corps, les préfectures et les juridictions. Puis elle s'étonne que l'État continue d'agir selon d'autres logiques que les siennes. Elle veut commander sans maîtriser les chaînes de transmission, réformer sans disposer des hommes capables de convertir une orientation en normes applicables, en circulaires intelligibles, en arbitrage budgétaire, en calendrier d'exécution. Or, remporter une élection ne suffit pas à prendre le pouvoir. La leçon de la Boétie demeure. Le pouvoir n'est qu'une obéissance stabilisée, une fiction qui tient tant qu'on s'y conforme et qui s'évanouit dès qu'on cesse de le faire. La victoire électorale, fût-elle présidentielle, ne donne donc pas la possession effective de l'État. Un président de la République, malgré l'étendue de ses prérogatives, ne contrôle pas tout. Il ne décide ni des conversations de couloir, ni des arbitrages rendus derrière les portes closes, ni de la hiérarchie réelle des priorités. Les contentieux, les affectations, les délais, les circulaires de validation, les inerties de service et les prudences juridiques lui échappent largement. Ces éléments sont pourtant décisifs. Car la France n'est pas seulement une démocratie représentative, elle est, plus profondément, une démocratie administrative. Sa forme réelle est celle d'un État ancien, dense, centralisé, territorialisé, juridique et procédural. Tout pouvoir qui s'y installerait sans en saisir la nature se heurterait vite à un mur, d'autant plus redoutable qu'il lui paraîtrait invisible. La conclusion s'impose. Pour vaincre durablement, il ne suffit pas à la droite de saisir un moment électoral. Il lui faut devenir administrative. Elle devra apprendre à former, sélectionner, protéger, promouvoir et discipliner ses cadres. Elle devra préférer l'homme de dossier au tribun, le préfet au commentateur, le juriste au pamphlétaire, le directeur austère au militant médiatique. Elle devra cesser de prendre le bruit pour une conquête, l'indignation pour une stratégie et la colère pour une doctrine. La droite ne prendra réellement le pouvoir que le jour où elle aura compris que l'État ne se conquiert pas par les urnes. Préface de Walid Fabri. Alors on se retrouve pour ce nouvel épisode, il fait extrêmement chaud en ce moment, donc si vous entendez un bruit de fond un moment dans l'épisode, c'est juste que j'aurais activé la clim parce que j'aurais envie de mourir. Moi j'ai envie de mourir, au-dessus de 30 degrés j'ai envie de mourir, voilà c'est simple, donc souvent j'active la clim, donc si vous entendez un bruit c'est normal. Je voulais qu'on parle de cet épisode parce que on en a fait un sur le Heritage Foundation et je pense que c'est bien de compléter avec l'introduction d'un auteur français anonyme qui m'a fait parvenir son ouvrage en exclusivité qui est en fait une introduction de son traité et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc cet anonyme, vous le connaissez si vous êtes sur Twitter, c'est Walid Hassan Defabre-Bry. Bon c'est un nom à la rallonge qui est un pseudo trollesque, on va l'appeler Walid Fabry, c'est beaucoup plus simple. Ou tout simplement Walid. Alors pour le commun des mortels, qui est Walid ? Bah Walid c'est un compte troll sur X. Donc je vous mets son compte dans la description. En fait c'est @mini-et-tanto. Et en fait ce compte il est amusant parce qu'il distribue des droites de vérité à des marxistes qui ont l'illusion de l'intelligence. Et en fait tous ces messages montrent méthodiquement pourquoi le gauchiste est très idiot, en plus d'agrémenter de quelques insultes comme par exemple cuvasperme. Il est également l'auteur d'une condamnation à mourir dans un chaudron de merde, donc c'est très intéressant. Et en fait, dans un premier temps, je me demandais si, dans une démonstration par l'argumentation, les insultes et les gros mots étaient nécessaires. Mais finalement, en fait, j'approuve plutôt parce que, en fait, les gauchistes n'ont pas l'habitude d'être contredits. Et donc, ils ne ressentent jamais il n'y a pas de coût à payer au fait de dire des bêtises.
Donc vous, lorsque vous dites une énormité de droite, bah vous vous faites défoncer devant tout le monde. Donc en fait votre cerveau apprend, ok, quand je dis des conneries, je me fais défoncer. Donc faut que je réfléchisse à ce que je dis, il faut que ce que je dise, enfin en tout cas ma thèse, faut qu'elle soit solide et la plus entraînée possible avant que je ne l'énonce ne serait-ce que par la bouche. Donc en fait, ce que vous ne savez pas quand vous êtes de gauche, c'est que les gens de droite, ils peuvent dire des conneries, mais en fait, ils réfléchissent 4000 fois avant de dire un truc. Donc en fait, vous n'entendez que environ un dixième de ce qu'ils pensent en réalité. Alors que gauchiste, c'est le contraire. On entend 110% de ce qu'ils pensent, c'est con. Et donc pendant que la droite cherche la solidité de leur position avant d'ouvrir leur grande bouche, c'est pas le cas de la gauche. Donc Walid en fait augmente le coût de dire des bêtises avec des insultes pour optimiser l'humiliation publique et induire un traumatisme profond. Et en fait ça marche parce que parfois certains de ces comptes qui sont humiliés n'écrivent plus sur X pendant 1 ou 2 mois. Donc vraiment il y a un trauma, genre la patate dans la tête. Alors je me permets un petit insert en post-production puisque j'ai une réponse de Walid qui me donne plus de précision sur l'utilité des insultes dans une démonstration argumentative. Donc voici ce qu'il me dit. L'injure répond à 3 objectifs. Exprimer ma haine et mon mépris, sanctionner l'adversaire, mais elle en a un 3e à mon sens. Donner de la valeur à une éventuelle réfutation de mes propos. C'est exactement comme quand un boxeur méprisant et insultant envers son adversaire se fait casser la gueule. La défaite du boxeur malotru est particulièrement satisfaisante parce que son mépris l'a rendu détestable. Quand je traite un mec de demeuré, d'attardé mental ou je ne sais quel terme du champ lexical du handicap intellectuel, je donne à la discussion un enjeu supplémentaire. Me réfuter n'est plus simplement me réfuter. C'est m'humilier parce que j'ai fait passer mon propos pour incontestable, irréfutable. Si je dis à un mec respectueusement, je pense que vous avez tort. Ceci dit, je dis ça de mon point de vue, qui n'est peut-être pas bien informé. Je me ménage donc une porte de sortie. Si je me fais corriger, je pourrais toujours dire « Merci de m'avoir éclairé, je n'avais pas cette information ». Quand je dis « Alors écoute, espèce de mongolito attardé, tu racontes n'importe quoi, tu es une merde et un demeuré », là je ne me ménage plus de sortie de secours. C'est soit j'ai raison et je le mets KO, soit il démontre que j'ai tort et ma morgue se retourne entièrement contre moi. Intéressant. Bon allez, je vous laisse avec la suite du podcast. Alors, c'est évidemment pas prémédité, mais en fait, ce que j'aime bien avec Walid, c'est qu'il a commencé avec une activité de troll, donc avec un pseudo qui est troll, qui est une référence à Philippe Fabry. Or, il écrit régulièrement des analyses qui sont en fait assez fines et pertinentes sur Twitter, et son esthétique troll vient filtrer son public. C'est-à-dire que ceux qui priorisent le prestige à la substance, en fait, ils iront pas lire Walid, parce qu'il y a un aspect repoussoir au fait que ce soit un aspect troll, et donc les gens qui préfèrent le déguisement de l'intelligence plutôt que l'intelligence elle-même, ils vont pas venir. Donc paradoxalement, cette esthétique troll attire chez Walid, filtre en tout cas des lecteurs qui sont parfois en fait très sérieux. Mais derrière cette activité récréative, Walid est très représentatif de cette nouvelle génération de jeunes Français de droite qui cherchent activement une solution efficace pour leur pays. Cette génération en fait a suivi et écouté des figures de droite qui avaient entre 50 et 70 ans, qui commentaient l'actualité, offraient des analyses plus ou moins pertinentes avec un audimat qui ne cessait d'augmenter sans que cela ne change la direction gauchisante du pays. Donc en réalité, ces figures étaient âgées, leur vie était derrière elles, et ces figures avaient un bénéfice à continuellement commenter le monde, mais n'en avaient pas à chercher des solutions. Et donc la génération de Walid, en fait, la différence c'est qu'elle a toute sa vie devant elle. Elle désire avoir un foyer, faire des enfants, avoir un environnement sûr et sain, chercher une solution. En fait, pour cette génération, c'est pas une option, c'est pas un luxe, c'est vital. C'est d'autant plus vrai que Walid, du coup, c'est un Français de souche, donc pour lui, en fait, y a pas d'autre pays. Il pourrait partir effectivement, mais enfin, il y a un moment, il va pas fuir éternellement, quoi. Et donc, la stratégie la plus raisonnable à ses yeux, c'est de se battre ici, maintenant, et de mener une stratégie réaliste.
La différence, c'est que pour l'ancienne génération, la politique c'est un divertissement. On fait semblant de jouer aux adultes responsables qui parlent des choses sérieuses comme s'ils avaient la moindre prise dessus, et mécaniquement, quand vous faites ça, vous installez une logique narrative. C'est-à-dire qu'il y a un méchant qui détruit la France et nous sommes la résistance, bababi, on met une esthétique Star Wars. Et en fait, pourquoi il y a ce genre de narratif ? Parce que c'est un divertissement. La nouvelle génération a été spectatrice de l'inefficacité de la parole des anciens. Et pour cette nouvelle génération, la politique, ce n'est plus un divertissement, c'est une carrière professionnelle. On veut pas augmenter nos vues ou gagner la bataille culturelle sur Internet. On veut un changement radical du vrai monde. Et de façon amusante, en fait, Walid a choisi un avatar. C'est un montage du visage modifié de Philippe Fabry sur Anakin Skywalker. Et cette référence à Star Wars est amusante parce que quand on y réfléchit, lorsqu'on pense à l'Empire Galactique, on pense à l'Empereur, on pense à Dark Vador. Mais en réalité, celui qui administre vraiment l'Empire, c'est le grand Moff Tarkin. Alors la plupart des gens ne savent pas qui est Tarkin parce que c'est pas un personnage marquant, il maîtrise pas la force, il a pas de sabre laser, mais c'est lui qui est en charge de la construction et le pilotage de l'étoile de la mort. Enfin, l'étoile de la mort, c'est le vrai levier de pouvoir de l'Empire. Et en fait, la volonté politique de l'empereur n'est finalement pas grand-chose sans des hommes comme Tarkin pour traduire les paroles de l'empereur en loi, en projet, pour allouer un budget, accompagner tout cela de la ressource humaine nécessaire. Et lorsque vous résumez les choses par le problème X sera réglé lorsqu'il y a une volonté politique, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Parfois, par manque de relais dans l'administration, incapacité à mettre en marche le gouvernement, les Palpatines vont même jusqu'à rationaliser a posteriori leur impuissance. Par des phrases absurdes, l'immigration des hommes des sables est une chance pour Coruscant, le vivre ensemble est l'identité de la République galactique. En réalité, ils ont voulu arrêter ce flux d'improductifs et ils ont aucune idée de comment faire concrètement via l'appareil d'État, donc en fait, ils rationalisent a posteriori leur impuissance. En fait, c'est surtout que les contre-pouvoirs se sont réveillés pour les empêcher d'appliquer une politique. Donc Walid me faisait penser un peu au grand Moff Tarkin. En fait, on sait assez peu de choses sur Walid, à part le fait qu'il travaille dans la fonction publique, et comme on va le voir, il a une connaissance assez fine de comment se dirige une administration aussi complexe que celle de la France. Walid a donc rédigé une introduction à sa thèse qu'il a nommée la droite administrative, traité sur la conquête de l'État. Donc, il m'indique néanmoins qu'il s'agit d'un document rédigé rapidement, qu'il compte l'étoffer en source, et pas seulement décrire les mécaniques du gouvernement, mais également donner des moyens de changement opérationnel. Alors de base, je suis plutôt révulsé par l'idée que la droite s'organise en administration. En fait, fondamentalement, le cheminement intellectuel que vous avez en France, c'est le suivant. Vous bossez, on vous prend des impôts, d'ailleurs le plus de prélèvements obligatoires de tout l'OCDE, vous allez aux urgences parce que vous êtes blessé et vous attendez 12 heures, votre compagne se fait agresser par des racailles issus du tiers-monde, vous portez plainte à la police en vain, la mairie vous demande 57 justificatifs et autorisations pour faire une cabane dans le jardin, donc rapidement vous vous demandez pourquoi vous payez autant d'impôts, puis vous détestez de plus en plus l'État, et vous vous dites que finalement les analyses libertariennes sont intéressantes, sont pertinentes, il faudra à minima le moins d'État possible, voire plus aucun. Bon. Puis après, vous cherchez un pays sans État et vous vous rendez compte qu'il n'en existe pas. Donc vous vous dites qu'il y a peut-être une raison de sélection culturelle darwinienne derrière ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas exister de pays sans État à l'heure actuelle. Donc derrière, la nouvelle question est, admettons qu'un État est un mal nécessaire pour avoir moins d'impôts, plus de liberté, moins de délinquants, une justice ferme, etc. Il faut donc d'abord reprendre le contrôle de l'État en France. C'est logique. Et d'ailleurs, Peter Turchin, qui a fait un livre qui s'appelle Le chaos qui vient, qu'on fera peut-être en podcast, si ça vous intéresse. En fait, il dit qu'il y a plusieurs leviers de pouvoir, et certains qu'on a vus dans l'épisode sur le bioléninisme. Mais pour Peter Turchin, l'administration est l'un de ces leviers. Je cite Peter Turchin. En matière de pouvoir social, la forme la plus dure et la plus brutale est la coercition. Le recours à la force ou la menace. Les Américains experts en coercition, comme le sont les généraux de l'armée et les officiers de police, sont le plus souvent complètement subordonnés à d'autres formes de pouvoir. Les exceptions, à l'instar de Edgar Hoover, le premier et le plus puissant directeur du FBI, sont rares. Le deuxième type de pouvoir est la richesse, ou plus généralement l'accumulation de ressources matérielles. Les riches peuvent payer des gens pour faire ce qu'ils veulent, dans certaines limites.
Le troisième type de pouvoir, plus subtil, est le pouvoir bureaucratique ou administratif. Aujourd'hui, les êtres humains sont tous intégrés dans une myriade d'organisations. Nous avons tous divers chefs dont nous suivons les ordres. Des relations qui comportent bien évidemment un peu de coercition, car qui ne suit pas les ordres risque d'être licencié, de devoir payer une amende ou de finir en prison. Mais la plupart du temps, c'est tout simplement le pouvoir des normes sociales qui nous fait marcher au pas. Tous nos chefs, à différents niveaux des organisations, exercent un pouvoir différent, mais qui tend à grossir avec la taille de l'organisation et la position qu'ils y occupent. Voilà, donc pour Peter Turchin, il y a 3 types de pouvoirs. La coercition qu'on retrouve principalement dans la police, l'armée, etc. Juste ils peuvent vous taper quoi, vous menacer, voilà. Donc vous pouvez pas faire ce que vous voulez parce que sinon il y a un gros mec avec une matraque qui va vous attraper. Le deuxième type de pouvoir c'est la richesse, c'est-à-dire que vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un pour qu'il fasse des trucs. Le troisième type de pouvoir, en fait, lui, il dit que c'est le plus subtil, et c'est probablement celui qui a l'ascendant sur le premier, donc sur la force, c'est le pouvoir administratif. Donc, après que vous ayez eu un premier réflexe de vomir en lisant droite administrative, vous vous dites qu'il faut quand même porter une oreille très attentive à Walid. Le point de Walid est que gagner les élections est une condition nécessaire pour diriger le pays, mais qui est très loin d'être suffisante. En fait, il offre une analyse des mécanismes internes à l'administration qui représentent des leviers de pouvoir sur lesquels s'appuyer pour diriger efficacement un pays. Et donc finalement, une fois qu'on connaît le cahier des charges, toutes les conditions matérielles nécessaires à la gouvernance, on se rend compte que la droite n'a pas coché toutes les cases depuis en fait peut-être Giscard. Et donc lorsque les Républicains, le LR, qui était autrefois appelé l'UMP, avec Jacques Chirac, avec Sarkozy et encore maintenant, s'enorgueillent de s'auto-appeler la droite de gouvernement, en fait c'était quand même beaucoup du mensonge, ils gouvernaient pas grand-chose, ils gagnaient juste des élections. Une fois qu'on lit l'analyse d'un vrai agent de l'administration, on se rend compte que les élus de l'UMP étaient des amateurs, comme les autres, et ils misaient tout sur la communication pour se donner un branding de professionnalisme, et en fait, ils n'arrivaient pas à grand-chose. Et c'est pour ça que déjà dans les mandats de Chirac, de Sarkozy, sur tous les points où ils promettaient de la fermeté, immigration, sécurité, il n'y avait pas beaucoup de résultats, parfois c'était même pire que la gauche, et c'était pas parce qu'ils voulaient que ce soit pire, c'est parce qu'ils n'avaient aucune idée de comment faire pour opérer concrètement un changement. Donc tout l'objectif d'un homme comme Walid, c'est de faire émerger, pour une fois, une vraie droite de gouvernement, une droite d'État, une droite professionnelle, méthodique, capable de concentrer les pouvoirs pour réaliser des changements concrets, profonds et radicaux. Walid commence d'ailleurs en disant que traditionnellement, la France a longtemps été dirigée par une droite bourgeoise, catholique, dont les membres aristocratiques étaient issus de l'ouest parisien, Paris 16e, Versailles, Rambouillet, Saint-Cloud, Vaucresson, patati patata. Or, pour Walid, en fait, ces gens-là se sont habitués à servir l'État, le diriger, et donc ont eu l'illusion que le pouvoir leur appartiendrait toujours, alors que pas du tout. Ils sont devenus peu à peu les couillons qui pensent que l'État est un outil neutre, impartial, et que finalement, peu importe qui sont les agents et la culture dans l'administration, que ce soit Jean-Eudes, le gentil universaliste catholique de Garches, ou un Raphaël le communiste, ou Karim l'islamiste, l'État restera une institution neutre. Grosse erreur Jean-Eudes. C'est toi qui faisais que cette institution était à peu près neutre. Les autres en fait ils s'en servent pour te dominer. Donc je cite Walid. Le malentendu historique de la droite. Une fraction de la droite française, issue des milieux bourgeois, conservateurs et catholiques, a longtemps entretenu une proximité sociologique avec l'État. Elle en a fréquenté les écoles et les grands corps, elle a connu les titres, les codes et les rites. Elle lui a fourni une part substantielle de son personnel. Mais elle a presque toujours échoué à penser l'administration comme un instrument de puissance. Son erreur fut de croire que l'État lui appartiendrait parce qu'elle l'avait longtemps servi. Or, l'État n'appartient jamais à ceux qui s'en réclament, il appartient à ceux qui en maîtrisent les procédures, les carrières, les langages, les seuils de décision et les mécanismes de reproduction interne. Tout camp qui ne forme pas ses propres administrateurs se condamne à gouverner avec ceux de ses adversaires. Des gouvernements réputés de droite ont occupé les ministères sans modifier la culture de ceux qui préparaient les décisions. Ils ont annoncé des réformes que les services ont ensuite interprétées, ralenties, reconfigurées ou neutralisées,
rarement par complot, le plus souvent par habitude, par socialisation, par réflexe juridique, par prudence bureaucratique, parfois par hostilité discrète. L'administration n'a pas besoin de s'opposer frontalement pour réduire une volonté. Il lui suffit de demander une expertise complémentaire, de signaler un risque contentieux, de recommander une expérimentation, de différer une instruction, de reformuler une circulaire ou de déplacer une priorité dans un tableau de suivi. Elle use du délai, de la note, de l'avis, de la réserve et du calendrier. Là où le politique croit avoir tranché, il peut encore rouvrir, conditionner, amortir. On ne vient pas à bout de ces logiques par des proclamations, on les surmonte par la formation méthodique de cadres compétents, par des nominations cohérentes, par une discipline interne tenue dans la durée. Un appareil ne devient pas favorable parce qu'un ministre l'ordonne. Il devient disponible lorsqu'une génération a été formée à penser, décider et agir selon une certaine grammaire. Le malentendu historique est donc simple. La droite a voulu être servie par un État dont il ne produisait plus la culture. Donc, premier constat de Walid, si vous avez cru que l'État est votre chose, c'est pas le cas. Si vous voulez son pouvoir, en fait, il faut en incarner ses agents et sa culture interne. Le deuxième constat de Walid est l'échec du populisme. Walid est d'accord pour dire que si l'État ne sert pas la population, alors l'État devient juste une caste parasitaire qui vit sur le dos de ses citoyens via la fiscalité, et que finalement, baser le pouvoir sur le peuple comme le font les populistes ne mènera jamais à rien. Vous pouvez, comme les gilets jaunes, vous soulever, hurler, frapper, tout casser, fondamentalement, tant que vous êtes incapable de rédiger une réforme et que vous ne connaissez pas les process pour faire adopter la réforme et la faire exécuter, en fait, vos cris sont des aboiements et aucun législateur ne sera capable de les traduire en changements concrets dans la vraie vie. Donc je cite encore Walid, l'échec du populisme. Le populiste comprend une vérité que les droites parlementaires ont trop souvent oubliée. Aucune autorité ne dure sans contact direct avec le peuple. Il sait nommer les humiliations, capter les colères, donner forme au sentiment d'abandon, faire surgir une majorité que les institutions refusaient de voir. Son intuition est souvent juste et sa perception de l'état d'esprit populaire est fine. Mais il commet une erreur symétrique à celle des notables. Il croit que cette intensité suffit à gouverner. La campagne obéit à une logique verticale. Le chef parle, le peuple répond, l'adversaire est désigné, la rupture est promise. Le temps y est court, dramatique, simplificateur. L'état administratif, lui, fractionne autrement. Par chaîne hiérarchique, arbitrage, crédit, instruction, coordination interministérielle, contrôle de l'égalité, remontée et mémoire institutionnelle. Il ne répond pas à l'intensité, il répond à la précision. C'est cette précision que le populisme méprise. Et c'est par elle qu'il échoue. Il nomme des fidèles visibles là où il faudrait des opérateurs invisibles. Il confond la loyauté déclarée avec la compétence d'exécution. Il croit qu'une nomination tient lieu de doctrine. Il dénonce les juges au lieu de former des juristes capables de mieux rédiger qu'eux. Il accuse Bruxelles sans maîtriser les instruments qui permettraient d'y peser. Il attaque les médias sans comprendre comment se fabrique l'autorité symbolique. À trop vouloir gagner le peuple, il néglige ce qui raffinerait sa force. C'est l'échec d'une pensée incomplète. Le suffrage donne la légitimité, il ne confère pas la capacité d'exécution. Entre le mandat et l'acte se tient l'État réel. Ministère, direction, préfecture, juridiction, opérateur, agence, autorité indépendante, ligne budgétaire et calendrier. Je trouve qu'il résume tout. Le suffrage donne la légitimité. C'est parce que vous avez été élu que vous êtes légitime à employer la force et le pouvoir. Mais il ne confère pas la capacité d'exécution. Ça, c'est bien vrai. C'est pas parce que vous êtes élu que vous avez les compétences nécessaires pour diriger l'État et amener des changements concrets dans la vraie vie. En fait, un élu, c'est un enfant de 12 ans à qui on donne la voiture. Il est content, il dit à tout le monde que ça y est, c'est un pilote. Il s'installe dans la voiture, réfléchit à comment l'allumer. Bon, il y arrive, il tourne la clé, ça démarre. Il veut avancer, alors il appuie sur l'accélérateur, sauf que en fait, il est sur le point mort, donc ça fait juste du bruit. Il veut mettre une vitesse, sauf qu'il appuie pas sur l'embrayage. Il regarde le pommeau de vitesse, il se demande à quoi correspondent les chiffres. Bref, il sait pas conduire. Et c'est ce que vous dit Walid. Ce qu'il faudrait songer à apprendre, en fait, c'est conduire, avant de gagner la voiture. Avoir les clés ne fait pas de vous un pilote. Alors bien sûr, il y a un moment, faut quand même avoir la voiture pour pouvoir s'exercer et conduire. Mais voilà, faut peut-être quand même apprendre un minimum de base sur la capacité à conduire la voiture avant de la gagner. Je continue la citation.
La droite administrative ne méprise pas le peuple. Elle ne cherche ni à s'en couper, ni à revêtir par réflexe la morgue technocratique des centristes, vestige d'une ère révolue. Une volonté populaire, si puissante soit-elle, demeure politiquement inachevée, tant qu'aucun appareil ne la traduit en actes. Le peuple donne l'impulsion, l'État donne la forme. Sans le peuple, l'administration devient caste. Sans l'administration, le peuple n'est qu'une foule. La droite administrative naît de cette évidence. Une volonté ne devient puissance historique qu'en unissant la légitimité populaire, la compétence juridique, la discipline bureaucratique et la maîtrise de l'exécution. Alors c'est là où on va rentrer dans davantage les mécanismes du pouvoir. En fait, au sein de l'administration, Walid identifie 7 leviers de pouvoir sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour faire exécuter un changement ou au contraire, neutraliser une réforme d'un adversaire, parfois sans qu'on s'en rende compte. Les 7 pouvoirs. La science politique classique, après Montesquieu, distingue 3 pouvoirs. Le législatif, qui rédige la loi, l'exécutif, qui l'applique, le judiciaire, qui l'a dit dans le cadre du litige. Cette division garde son utilité. Elle décrit l'architecture officielle du régime, mais elle dit où le pouvoir est censé se trouver, non où il se trouve. Dans l'état réel, il n'existe pas 3 pouvoirs, mais au moins 7. Premier pouvoir, le pouvoir de rédaction. Celui qui formule la norme en encadre déjà l'interprétation. Rédiger, c'est choisir les définitions, les exceptions, les seuils, les délais, les renvois et les marges d'appréciation. Une politique peut être durcie, affaiblie ou rendue impraticable par sa seule formulation. Officiellement réservé aux législateurs et au gouvernement, ce pouvoir est en pratique partagé avec les cabinets, les directions centrales, les services juridiques, les inspections et les opérateurs consultés. Donc premier pouvoir, c'est le pouvoir de rédaction. Évidemment, quand vous voulez faire une réforme, déjà si vous êtes le mec qui la rédige, vous avez un premier pouvoir parce qu'en fait c'est vous qui choisissez les définitions, les exceptions, à partir de quel seuil on exécute, etc., etc., etc. On peut donner un exemple qui va nous suivre pendant tout le truc, mais imaginons vous voulez renvoyer dans leur pays des illégaux indésirables, c'est vous qui devez évidemment définir c'est quoi un illégal, quand est-ce qu'on le vire, quelles sont les exceptions, mais du coup, le pouvoir de rédaction est déjà un premier pouvoir qui est assez évident. Le pouvoir de calendrier. Celui qui fixe l'échéance fixe souvent l'intensité réelle d'une politique. Un calendrier bref et suivi rend une réforme décisive. Une mise en œuvre différée, une expérimentation prolongée, une concertation indéfinie la vide de sa substance. Retardée, le plus souvent, suffit à neutraliser. Ça, c'est dans le cas où vous voulez neutraliser une réforme ou la faire exécuter efficacement. En fait, il dit le pouvoir du calendrier, c'est le deuxième pouvoir le plus puissant, c'est-à-dire qu'il y a un mec qui rédige. On va virer les indésirables. Ok. Si vous dites ce sera exécuté sur 30 ans, ça veut dire plus ou moins jamais. Vous pouvez dire ce sera exécuté sous 3 ans, donc vous dites ce sera efficace, dans 3 ans il y en a plus, c'est rapide quand même. Oui, mais après une période d'expérimentation locale dans une région, et après on fait le retour des comptes pour voir si ça a été efficace. Donc sous 3 ans, il y aura la fin de l'expérimentation, sous 1 an de plus, il y aura le retour des données, sous 1 an de plus, on aura le rapport qui sera publié, et après quoi, vous aurez un délai de 3 ans. Bref, en fait, si vous additionnez tout, vous arrivez à 15 ans, et en fait, ça veut dire que vous ne faites plus rien. Donc, le pouvoir du calendrier, c'est à la fois un levier sur lequel vous pouvez faire exécuter efficacement une réforme, mais aussi un levier sur lequel vous pouvez vous appuyer pour neutraliser une réforme sans le dire. C'est-à-dire que la loi, elle est adoptée et ce sera fait un jour. C'est juste que si c'est fait en 250 ans, ça veut dire concrètement que ce sera jamais fait. Et donc, vous pouvez, sans que ça se voit, neutraliser des lois, en fait. Le pouvoir budgétaire. Celui qui alloue, retarde, module et conditionne les crédits décide de la matérialité de l'action publique. Le budget est voté par le Parlement, mais son exécution se déploie dans une architecture complexe. Mission, programme, budget opérationnel, unité opérationnelle, responsable, contrôleur, ordonnateur, où à chaque niveau, une priorité peut être servie, ralentie, déplacée ou rendue fictive. C'est là que la volonté politique rencontre sa condition matérielle. Ok, toujours dans l'exemple de vous voulez virer des illégaux. Le pouvoir budgétaire, c'est évidemment un levier très important parce que s'il y a 10,50€ pour virer tous les illégaux, vous allez pas y arriver. Il faut évidemment des locaux pour les agents, il faut des stylos, du papier, des ordinateurs, internet, l'électricité,
des moyens de communication, des mails sécurisés, donc vous avez toute une structure en fait qui coûte super cher, sur lequel il faut financer pour que ce soit fait, et surtout si vous mettez un calendrier court où vous dites ok sous 3 ans il y en aura plus, donc c'est rapide, ce sera vite fait exécuté, s'il y a pas d'argent pour matérialiser ce calendrier, ça n'arrivera pas. Donc c'est aussi un moyen de pouvoir rendre efficace une réforme, voire la neutraliser sans que ça se voit, parce que s'il y a une réforme qui vous casse les pieds, vous pouvez y mettre 1,50€ et ce sera jamais fait en fait. Le pouvoir de nomination. Celui qui choisit les personnes choisit les réflexes. Une administration ne se transforme pas seulement par des textes, mais par les hommes qui les rédigent, les interprètent et les transmettent. Nommer, ce n'est pas seulement récompenser, c'est installer dans la durée des tempéraments, des doctrines, des réseaux et des manières de décider. Une politique confiée à des cadres qui ne la comprennent pas ni ne l'approuvent sera exécutée dans la forme, jamais portée dans sa substance. Ok, le pouvoir de nomination, donc quatrième pouvoir, si vous voulez qu'une réforme soit faite, faut la placer au bon agent, au bon responsable. Évidemment, si vous voulez virer des illégaux et que vous le donnez à un énorme communiste, peut-être que ça prendra plus de temps. Ou un mec qui comprend pas, c'est quoi des illégaux, je comprends pas, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Faut le donner à quelqu'un pour qui les idées sont claires. Alors celui-là, c'est peut-être l'un des plus intéressants, parce que c'est l'un des moins évidents, le pouvoir de doctrine, pouvoir numéro 5. Proche du pouvoir de rédaction, mais plus près du terrain. Il appartient à celui qui produit les guides, les circulaires, les notes et instructions. La grille par laquelle l'agent comprendra l'ordre reçu. La doctrine est le commentaire permanent de la norme. Elle dit ce qu'il faut faire, éviter, prioriser, interpréter strictement ou largement. Elle ne parle pas au public, mais aux agents, ne cherche donc pas l'effet médiatique, mais l'effet disciplinaire. Celui qui fixe la doctrine fixe la manière normale d'obéir. Alors ça, c'est le plus intéressant parce qu'à la limite, tous les autres sont transparents, vous pouvez les voir, c'est-à-dire qu'un journaliste qui se plonge dans la réforme peut lire la rédaction et voir que la définition sont bancales ou solides, peut voir le calendrier et voir si l'échéance est dans 200 000 ans ou dans une date raisonnable. Il peut voir le calendrier, savoir s'il y a un budget X ou Y qui y est alloué. Il peut voir la nomination, ok, quel agent a été nommé sur cette mission et donc voir si ce sera fait ou non. Par contre, un journaliste n'a jamais accès à ce qu'il appelle la note interne, donc ce que Walid appelle le pouvoir de doctrine, où en fait c'est des circulaires internes qui donnent aux agents, ok, voici ce que vous devez faire concrètement vis-à-vis de cette réforme, voici les exceptions, voici ce que vous devez prioriser et pas faire, etc., etc. Et donc ça, c'est des trucs qui sont opérationnels, qui sont internes en réalité, et donc ça, c'est des choses que personne ne peut voir et qui sont parfaitement opaques au sein de l'administration, mais qui sont nécessaires pour son bon fonctionnement. Et donc évidemment, là c'est le pouvoir le plus invisible, c'est-à-dire que si vous avez du pouvoir sur celui-là, personne ne saura jamais, à part si des agents trouvent ça scandaleux et l'adressent à la presse, mais a priori ça arrive quasiment jamais. Le pouvoir de remontée. Celui qui maîtrise l'information transmise au ministre maîtrise une part de sa perception. Un décideur ne gouverne jamais le réel directement. Il gouverne à partir de notes, de tableaux de bord, d'alertes et de comptes rendus. Ce qu'il croit urgent dépend de ce qu'on lui signale, ce qu'il croit maîtriser dépend de ce qu'on lui présente comme tel. L'information n'est jamais neutre, une résistance peut s'y dire difficulté technique, une inertie prudence, un échec phase d'ajustement. Ce pouvoir silencieux ne décide pas, il configure la décision. Intéressant, le pouvoir de remontée, finalement, en fait, ce qu'il dit, c'est que quand vous êtes administre, donc en charge d'un ministère, on va parler du ministère de l'Intérieur, vous devez mettre en place la sécurité des Français. En fait, donc vous avez plusieurs sujets sur la table. Et en réalité, c'est pas vous qui allez sur le terrain et faire, bon alors, on en est où dans les chiffres? C'est pas vous qui faites toute l'analyse des données, c'est pas vous qui, en fait, vous êtes tout en haut de la pyramide, donc en fait, vos décisions dépendent entièrement des données qu'on vous remonte. Et donc lui, il dit, c'est le pouvoir de remonter, c'est-à-dire que vous pouvez bananer entièrement un ministre en lui faisant remonter ce que vous voulez. C'est-à-dire, ça veut pas dire que vous lui mentez, mais il y a des infos que vous lui amenez comme étant prioritaires, c'est-à-dire qu'il va s'en occuper avant le reste. Donc déjà, c'est un pouvoir de décision que vous avez sur lui.
Vous pouvez, quand il vous dit on en est où sur ce dossier, si vous lui remontez en disant on avance bien, on est quasiment fini, etc. Lui il pense que c'est vrai, ça se trouve ça l'est pas, mais en fait vous avez pas dit grand chose, vous avez juste dit c'est pas encore terminé en fait, c'est ça que ça veut dire. Et donc lui il le considère comme un dossier qui avance bien et donc on va s'occuper d'autre chose. Et donc le pouvoir de remonter, la façon dont avec un PowerPoint, un tableau Excel, un rapport, vous remontez l'information au chef, en fait, vous modulez sa vision de la situation et donc de son pouvoir décisionnel. Le pouvoir de contentieux. Dans un état juridictionnalisé, aucune volonté sérieuse ne peut mépriser le juge. Le juge administratif, le juge constitutionnel, le droit de l'Union, les autorités indépendantes forment un environnement contraignant qui ne supprime pas l'action politique, mais l'oblige à être mieux rédigé, mieux motivé, mieux proportionné. Ce pouvoir n'appartient donc pas qu'au juge, il appartient aussi à ceux qui savent écrire pour lui résister. Identifier les moyens d'annulation, consolider les motifs, calibrer les procédures, construire les actes robustes. La faiblesse juridique est une faute politique. Intéressant ce 7e pouvoir. En gros, ce qu'il dit, c'est que on est quand même dans un système avec beaucoup de contre-pouvoirs et qu'en réalité, c'est une guerre juridique. C'est-à-dire que vous rédigez une réforme ou une circulaire ou n'importe quoi qui sera soumis à des juges administratifs, au Conseil constitutionnel, je sais pas, au droit européen, etc. Et donc en fait, il y a beaucoup de juristes qui vont passer derrière vous pour relire. Donc si vous rédigez comme une merde et que c'est imprécis et que vous faites du hors-sujet, etc., même si votre réforme dans sa substance, dans le cœur de sa réforme, elle est bénéfique au pays, elle va être rejetée parce que c'est du grand n'importe quoi. Et donc en fait, lui il dit, la faiblesse juridique, si vous n'êtes pas solide, si vous savez pas écrire, si vous n'êtes pas méthodique, en réalité le fait que ce soit rejeté, que ce soit retardé, que ce soit modifié par les autres, parce que c'est modifiable, parce que c'est mal fait, ça c'est une faute politique. C'est-à-dire que être incompétent et rédigé comme une merde fait de vous, matériellement, un ennemi politique alors même que vos motivations sont bonnes. Ça va être aussi l'un des points de Walid, c'est que la gentille incompétence fait de vous son ennemi malgré tout. C'est-à-dire que même si vous pensez que vous êtes dans son camp, si vous êtes incompétent, il veut vous détruire. Donc pour lui, l'objectif de la droite administrative est très clair, s'emparer méthodiquement des 7 pouvoirs. Walid défend la thèse selon laquelle la droite doit incarner l'État à la fois dans ses agents, mais aussi dans sa culture interne, qui est liée au fait que vous incarniez les agents. Mais en fait, il commence en cassant une illusion, c'est que l'administration sera une machine neutre, froide, dénuée de biais, il y a des lois, je les exécute, et après en fait c'est les politiques qui font les lois, et les politiques sont élus par le peuple à travers une démocratie directe, et donc en fait c'est le peuple qui indirectement via les élections et ses politiques élus rédige les lois, et nous en fait nous sommes des robots et on exécute ces lois. Et lui il dit pas du tout en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Donc je vais citer Walid. La guerre culturelle dans l'administration. L'administration n'est ni froide ni dénuée de biais. Elle se présente comme neutre parce qu'elle doit l'être juridiquement, mais la neutralité de droit ne supprime pas la culture de fait. Elle la contraint, l'habille, mais ne l'abolit pas. Toute administration porte un vocabulaire, des prudences, des évidences, des catégories d'analyse et des seuils d'alerte. Elle hiérarchise les problèmes avant de les traiter. Elle décide de ce qui paraît grave ou secondaire, urgent ou négligeable, sérieux ou suspect. Elle ne regarde jamais abstraitement la frontière, la famille, l'école, l'ordre public ou la dépense. Elle les regarde à travers une grammaire acquise et stabilisée. Les écoles de service public n'enseignent pas seulement des compétences, elles forment des comportements. Elles apprennent une manière de douter, de rédiger, de prioriser, de consentir et de se protéger. Elles définissent ce qu'un futur administrateur tiendra spontanément comme moderne, archaïque, acceptable ou disqualifiant. C'est là, dans la formation silencieuse des réflexes, que se joue une part décisive du pouvoir, non dans le discours public.
C'est aussi l'un des points qui revient souvent dans le traité de Walid, c'est que pour lui, la droite perd trop de temps dans ce qui est flamboyant, visible, qui fait du bruit, ce qui est médiatisé, ce qui est de l'ordre du discours politique, du tribun, du scandale, et non des pouvoirs qui sont invisibles, qui sont cachés dans des méthodes opérationnelles, dans une culture interne, dans tout ce qui est beaucoup plus opaque. Lui, il dit, en fait, c'est là où il y a tout le pouvoir et vous en parlez jamais. Et moi, je pense qu'il a raison, en fait. Donc pour lui, il y a plusieurs éléments auxquels il faut s'attaquer au sein de la fonction publique. Il commence par la hiérarchie des priorités. Un sujet peut être connu sans devenir prioritaire. L'administration maîtrise cette distinction. Elle documente une difficulté, la mentionne dans des notes et des discours, puis la laisse mourir dans l'ordre des préoccupations non suivies. La priorité réelle ne se mesure pas au vocabulaire du ministre, mais au calendrier, au crédit, aux effectifs, aux relances et aux arbitrages rendus. Ce qui n'a ni responsable, ni échéance, ni indicateur n'existe qu'à l'état rhétorique. Gouverner, c'est décider de ce qui ne pourra plus être repoussé. Donc déjà, premier point pour lui, il faut changer dans la culture interne de les sujets qui sont prioritaires. Typiquement, si la sécurité, c'est un sujet secondaire dans la culture de l'administration, ils vont s'en occuper, mais en fait à 2 à l'heure, et quand ils auront réglé tout le reste, donc en fait ils s'en occuperont jamais. La production des catégories. Aucune politique ne travaille sur le réel brut, elle travaille sur des mots. Public vulnérable, quartier prioritaire, radicalisation, incivilité, séparatisme, attractivité, inclusion, fracture territoriale, usagers, bénéficiaires. Ces mots ne sont jamais neutres, ils désignent les publics concernés, les administrations compétentes, les crédits disponibles et les solutions envisageables. Changer de catégorie, c'est souvent changer de politique. Un phénomène classé comme problème social appelle l'accompagnement. Le même classé problème d'ordre public appelle le contrôle et la sanction. Un territoire dit vulnérable n'est pas traité comme un territoire abandonné, lequel peut devenir à son tour un territoire séparatiste. La guerre culturelle consiste ici à contester les catégories dominantes et à en produire de nouvelles et à reprendre le vocabulaire technique à ceux qui y dissimulent leurs préférences. Alors ça, c'est quand même hyper subtil dans la définition, dans ce que dit Walid. Il dit que finalement, l'administration ne travaille pas sur du réel brut. Comme ça, elle travaille avec des mots, donc ce qu'on définit comme tel. Et il dit en fait, selon le mot choisi, ça amène à des politiques qui sont complètement différentes. Par exemple, un mot qui est très bien choisi, c'est un problème social. Et lui, il dit, un problème social, si vous le catégorisez comme ça, la solution qui est associée, c'est évidemment pas d'amener des gens pour ramener de l'ordre à coup de matraque, c'est en fait l'accompagner avec des aides sociales, des allocations. Mais le même problème, en fait, si vous l'appelez problème d'ordre public, ça veut dire qu'il y a du désordre, il y a du chaos, et ça amène à l'idée qu'il faut amener du contrôle, de la sanction, à amener la force. Et donc, en fait, pour un même problème, selon le mot, l'étiquette que vous avez collée, vous avez une solution qui est différente. Et lui, il dit, il y a des étiquettes qui sont pertinentes et qu'il faut utiliser, mais il y a des étiquettes, faut les remplacer, les virer, etc. Donc en fait, on se rend compte que on reste quand même des singes doués de parole et que cette parole en fait est une technologie et qu'en fait il nous faut des ingénieurs de la parole pour amener des mots différents, etc. qui amènent à des solutions différentes. Et donc il y a une guerre culturelle qui est invisible sur ne serait-ce que les catégories et les étiquettes aux sujets sociétaux, quoi. Vous voyez, un exemple qu'on pourrait donner, là il vous a donné l'exemple de l'incivilité, on pourrait imaginer un mot qui s'appelait comportement infrancisé. Et donc quelle solution on amène au fait que des individus ont un comportement infrancisé, donc qui n'est pas français, qui n'a pas été francisé? Je vous laisse deviner la solution. Alors on va entrer dans le chapitre de Walid sur lequel il a réfléchi au fait qu'il faut former les agents de l'administration et notamment faire une reproduction des élites pour que vos agents ne soient pas remplacés un jour, que vous ayez perpétuellement le contrôle de l'État. Donc former une génération administrative. Une doctrine sans cadre n'est au mieux qu'une littérature. La droite administrative exige une génération de serviteurs publics capables de penser politiquement sans parler comme des militants, de manier le droit public, les finances publiques, les contentieux, la sécurité, les territoires, les crises et la rédaction normative.
Elle exige moins de bruit et plus de compétences. Le militant veut être reconnu. Le politicien veut être élu. L'administrateur veut être décisif sans être visible. Cette génération ne naîtra donc ni d'une radicalisation du discours, ni d'une conquête médiatique, ni d'une accumulation de colère, mais d'un travail plus froid. Sélectionner, former, placer, discipliner et faire durer. Alors ça c'est un truc, j'ai l'impression qu'il met un peu en opposition le fait d'être militant et celui de gagner en compétences et d'obtenir les postes et d'incarner ensuite l'administration. Moi, je pense qu'il n'y a pas forcément d'opposition entre les deux. En fait, fondamentalement, la question, je pense, qui sort de ça, c'est si vous faites de l'administration toute votre vie sans avoir orienté la société vers un monde meilleur, à droite, après une vie entière à avoir fait ça, quels sont les résultats? C'est un peu ça la question. Et de la même façon, si vous faites une vie entière de militantisme sans que de vos happenings médiatiques, du bruit que vous réalisez, il y ait de conséquences concrètes, de changements radicaux pour la société, on peut faire pareil, un retour d'expérience sur les résultats qui ont été réalisés, est-ce que ils sont au niveau? Je suis pas certain, donc peut-être qu'il faut faire les deux, peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau à réaliser en ce sens. 3 tentations à combattre. Le folklore. Il transforme une idée en costume. Il donne des signes d'appartenance, rassure les convaincus, produit des rites de reconnaissance. Mais l'administration ne se conquiert pas par l'affiche d'une identité. Elle se conquiert par la maîtrise des procédures, des nominations, des budgets et des contentieux. Le folklore satisfait l'imaginaire du camp, alerte les adversaires et expose ceux qui devraient rester discrets. Tout ce qui excite les convaincus ne produit pas des cadres. L'amateurisme. Il confond l'intention et l'exécution. Il croit qu'une volonté pure compense l'ignorance des procédures, puis impute son impuissance aux juges, aux fonctionnaires et à Bruxelles ou aux circonstances. Or, les résistances réelles ne dispensent pas de la compétence. Elles la rendent indispensable. Plus les contre-pouvoirs sont nombreux, plus les actes doivent être solides, plus la décision est contestable, plus elle doit être juridiquement robuste et budgétairement traçable. La loyauté sans compétence est une fragilité, les convictions sans méthode une nuisance. Donc là, c'est une critique de l'amateurisme, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes gentil que cela pardonne votre connerie. Ce n'est pas parce que vous êtes bien intentionné, très motivé, très engagé, que cela compense en fait votre incompétence. Le problème de l'incompétence, c'est que derrière, vous allez accuser les autres. Vous allez accuser les juges, vous allez accuser les fonctionnaires, vous allez accuser Bruxelles, l'Union, le droit européen, etc., 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 et donc il n'y aura pas de changement concret à la clé. Lui, il dit, c'est pas que les contre-pouvoirs n'existent pas, ils existent, et c'est pour ça, c'est parce qu'il y a des contre-pouvoirs casse-couilles qu'il nous faut des gens plus compétents et pas seulement des gens engagés, gentils, je sais pas quoi, déterminés, trucs bidules, on s'en fout. C'est important si vous voulez, mais en fait, votre gentillesse, si vous êtes pas compétent, on s'en fout en fait. J'irais même plus loin que ça, pour Walid, votre incompétence fait de vous son ennemi politique. Il veut vous dégager, quoi. La brutalité rhétorique, elle donne l'illusion de la force. Les formules, les effets de scène, le sentiment d'avoir agi en ayant seulement parlé, mais l'État n'est pas impressionné par ceux qui crient. Il obéit à ceux qui savent écrire, signer, financer, nommer et contrôler. La parole brutale expose les intentions avant que les actes soient prêts et provoque les résistances avant que les textes soient exécutés. L'administrateur doit apprendre une autre dureté, non celle de la phrase, mais celle de l'exécution. La brutalité rhétorique appartient à ceux qui veulent être vus, la puissance administrative à ceux qui veulent être obéis. Donc en fait, les grandes phrases très brutales, très radicales, qui donnent l'illusion que voilà, on est un mec avec des couilles parce que ça donne l'illusion qu'il y a de la force, de l'engagement dans les paroles. Alors lui il dit c'est l'écrit quoi, ça vous aboyez, ça sert pas à grand chose. C'est-à-dire que concrètement dans le monde réel, la machine de l'État n'a pas engagé des changements qui exécutent vos paroles fortes. Donc en fait juste vous faites des paroles fortes. Et lui il dit moi c'est sûr que quand on est jeune ça nous impressionne, moi ça m'impressionne plus. Et en fait c'est même pire que ça, c'est-à-dire que quand vous dites ouais on va faire ça, en fait les contre-pouvoirs font oulala, ils veulent faire ça, attends, on commence à préparer la défense, les choses pour essayer de parer cette réforme très brutale qu'ils veulent faire. En fait lui il dit d'abord tu rédiges,
tu vois comment tu peux le faire passer, et une fois que ton texte de loi il est bien sécurisé et que tu peux le faire passer et les enculer, là tu peux éventuellement ouvrir ta gueule, mais avant ça sert à rien en fait. Les savoirs indispensables, donc ça c'est en lien avec ce qu'on avait dit, le fait qu'il rejette l'incompétence, lui il dit il y a des choses que on doit savoir et si vous les savez pas, bah vous servez à rien. La fidélité politique ne remplace pas les savoirs, elle les ordonne. Le droit d'abord, il faut le maîtriser pour ne pas le subir. Depuis 2 siècles, il est le langage de l'État. On peut gouverner dans le droit, avec lui, parfois à ses limites, jamais dans son ignorance. Qui ne connaît ni les procédures, ni les moyens d'annulation, ni les exigences de motivation, ni les contraintes européennes abandonne cette décision à ceux qui sauront la défaire. Donc en fait, si vous faites pas un minimum de droit, bah vous servez à rien. L'Union européenne, enfin, pour distinguer la contrainte réelle et l'excuse commode, trop invoquent Bruxelles pour masquer leur renoncement. D'autres méprisent ces règles et livrent leurs actes à l'annulation. Il faut savoir froidement ce qui est interdit, négociable, contournable ou interprétable, ce qui relève du droit dur, du droit souple, de la jurisprudence ou de la simple habitude. Ça pareil, l'Union européenne, ses rouages, le droit européen, tout ça faut connaître. Le droit comme champ de bataille, non neutre, présence de nombreux contre-pouvoirs. Si on ne sait pas se battre sur le terrain juridique, alors un gouvernement est la marionnette de ses contre-pouvoirs. Conseil constitutionnel, Conseil d'État, tribunaux administratifs. Un pouvoir qui ignore les juridictions gouverne sous tutelle. Un pouvoir qui les comprend écrit avant elles, anticipe leurs objections et réduit les angles d'attaque. La droite administrative ne doit pas chercher à contourner le droit, mais à le maîtriser dans ses formes légitimes. Car maîtriser le droit, c'est inscrire une volonté dans une forme capable de durer. L'objectif est d'écrire aussi bien, sinon mieux, que le juge afin que le conflit, s'il doit avoir lieu, soit déporté du terrain juridique vers le terrain politique. Entre 2 escrimeurs de virtuosité égale, la différence se fait ailleurs, l'endurance, le sang-froid. Le droit neutralise le droit. Il permet alors l'attaque des juridictions par l'angle où elles demeurent vulnérables, l'angle politique. En gros, lui, il dit, si les contre-pouvoirs vous cassent trop les couilles au niveau juridique, en fait, grâce au juridique, vous pouvez annuler le juridique, et à ce moment-là, quand il y a 3000 arguments juridiques, en fait, qui s'entre-annulent, au bout d'un moment, en fait, ce qui vient trancher, c'est le politique. Et en fait, comme votre force c'est le politique, ça vous permet de prendre la décision en dernière instance. Donc vous bourrinez des contre-arguments juridiques au juge, il y a un blocage, ce qui vient trancher c'est le politique, vous contrôlez le politique, donc vous tranchez, donc le juge ferme sa gueule. Les ennemis structurels. Les principaux ennemis de la droite administrative sont d'abord les formes d'impuissance. Un adversaire personnel se remplace. Une faiblesse structurelle se reproduit tant que demeurent les habitudes et les réflexes qui la portent. Moins spectaculaires que les adversaires du combat médiatique, car ils agissent dans les mentalités, les méthodes et les carrières, et affaiblissent la volonté politique avant même qu'elle rencontre ses opposants déclarés. Il faut les nommer froidement. L'amateurisme militant. Ils croient que la sincérité remplace la compétence et que la pureté de l'intention dispense de connaître les procédures, les crédits et les circuits. Il veut afficher sa couleur, marquer son territoire, se voir consacré, sans comprendre que l'autorité véritable sait avancer sans emblème. Il expose sans organiser, alerte les adversaires sans avoir préparé les actes et produit des fautes techniques, ensuite interprétées comme des trahisons. La fidélité ne donne aucun droit à l'incompétence. Ça, je trouve que c'est une phrase magnifique. La fidélité ne donne aucun droit à l'incompétence. C'est beau, ça. Le romantisme insurrectionnel. Il rêve de ruptures visibles, de chocs fondateurs, de basculements brutal. Il préfère l'avènement à la durée, le geste à la prise. Mais les États modernes sont conçus pour absorber les chocs. Ils savent ralentir, judiciariser, médiatiser et diluer les ruptures brutales. Et toute attaque ouverte déclenche mécaniquement leur défense. Ils cèdent en revanche à la transformation lente, structurée et continue. Celle qui s'installe dans les carrières, les écoles et les nominations, les doctrines jusqu'à devenir l'État lui-même. Le romantisme insurrectionnel défonce une porte blindée à coups d'épaule. La droite administrative encrochette patiemment la serrure. Cette partie est intéressante parce que souvent on confond l'insurrection avec la révolution. L'insurrection est un soulèvement qui vise à renverser le pouvoir établi, donc il y a une notion de soulèvement, donc de choc. Or, la révolution, c'est un changement de régime. Donc le régime n'est plus le même, les individus qui dirigent ce nouveau régime sont plus les mêmes que ceux qui dirigeaient le régime d'avant.
On peut donc avoir une révolution sans insurrection. Or, Walid vous explique que l'État a été sélectionné pour être très résilient. Sinon, il ne serait pas stable. Donc, le changement se doit d'être structurel. Mais je pense qu'on peut dire que Walid correspond à la définition d'un nationaliste révolutionnaire. Alors, je sais pas si lui-même se définirait comme ça, mais je trouve que sa thèse et son objectif sont révolutionnaires puisqu'il cherche à changer les individus qu'il dirige. Donc, il cherche le changement de pouvoir. Il ne croit pas à l'insurrection du fait de la résistance de l'État, du désarmement de la population, de l'âge moyen qui est très élevé, et aussi le peu de crédibilité de ceux qui se revendiquent nationalistes révolutionnaires au sens insurrectionnel. Donc si vous étiez vraiment dans l'insurrection, soit vous auriez réussi et Walid, il travaillerait pour vous, soit vous auriez échoué et donc vous seriez mort ou en prison. Donc si vous êtes vivant chez vous, tranquille, c'est que vous n'avez pas fait d'insurrection, donc vous n'êtes pas des nationalistes révolutionnaires au sens insurrectionnel. Et donc c'est du théâtre, c'est un jeu de rôle, c'est un personnage que vous vous êtes créé, qui a un bandana tête de mort avec un patch Totemkampf, mais en fait vous n'induirez pas de changement concret dans la vraie vie. Or, le changement pour de vrai, c'est ce que cherche Walid. Donc en fait, le grand Manf Walid ne pense pas que vous puissiez foncer dans l'armée de clones de la République avec vos petits sabres laser rouges et tuer tout le monde. Ce qu'il pense, c'est que la révolution se planifie méthodiquement, et si vous voulez vraiment abattre le temple Jedi, vous devez avoir des cadres formés qui intègrent la structure et préparent l'ordre 66. Troisième ennemi structurel dénoncé par Walid, le bavardage médiatique. Il produit une droite de commentaires, satisfaite de décrire la décadence et de mettre en scène sa lucidité. Elle parle souvent juste, mais ne produit pas les instruments de sa propre vérité. Le commentaire n'est pas inutile, il prépare l'opinion et déplace les termes du débat, mais il devient un obstacle dès qu'il se prend pour une capacité de gouvernement. Commenter n'est pas gouverner. Diagnostiquer n'est pas administrer. Dénoncer n'est pas exécuter. Ça, c'est si vrai. En fait, il y a deux choses. Soit vous parlez, soit vous agissez. Alors, il peut y avoir une synergie entre les deux, mais très souvent, en fait, on pense que parler, c'est agir, et du coup, en fait, on fait que parler. Ce podcast est un parfait exemple de mon impuissance et qui se met à parler, mais à la limite, je fais une activité dans cet épisode et dans celui d'avant qui est très désagréable, c'est de se rendre compte que c'est du blabla, en fait. Et donc que, actuellement, là, tout de suite, avec ce podcast, je suis pas en train d'agir concrètement pour la réorientation du pays, si vous voulez. Ça, faut quand même l'avoir en tête, que ce soit très lucide. Pour atteindre le réalisme politique, il faut maintenant maximiser l'activité qui consiste à casser nos délires et à détruire nos illusions. Ce qui est très désagréable et très impopulaire, mais ce qui est malheureusement nécessaire. Autre ennemi structurel de la droite administrative selon Walid, les contre-pouvoirs devenus pouvoirs sans responsabilité. Alors ça c'est vrai, maintenant on a un système avec énormément de contre-pouvoirs et qui, quand ils font de la merde, en fait n'ont pas de responsabilité. Le Conseil constitutionnel c'est l'exemple majeur. Donc je cite Walid, les contre-pouvoirs sont nécessaires à un État libre. Ils préviennent l'arbitraire et obligent à motiver et à proportionner. Nul ne doit rêver d'un État sans contrôle, qui devient vite brutal et fragile. Mais un contre-pouvoir se dégrade lorsqu'il cesse de contrôler l'action pour organiser l'impuissance. Il limite, suspend, annule, expose, sans assumer les conséquences de ce qui l'empêche. Cette logique peut traverser juridiction, autorité indépendante, organes consultatifs, médias ou réseaux d'influence. Tous différents en légitimité, tous capables de rendre la décision coûteuse puis de présenter l'inaction comme le seul choix raisonnable, le problème n'est pas le contrôle, mais l'irresponsabilité de certains de ses effets. Ça, c'est bien vrai.
Donc on comprend aussi ici que Walid comprend l'intérêt des contre-pouvoirs, ce n'est pas un absolutiste totalitariste qui veut concentrer tous les pouvoirs dans un seul homme, parce que lui il dit oui bah en fait ça a déjà été fait 4000 fois et 4000 fois, porter étant vers l'infini ça se transforme en cauchemar. Truc classique en URSS ou même sous la royauté avec le droit de cuissage, mais truc classique en URSS, un agent de l'administration convoite une femme, elle est en couple avec un homme, lui il fait en sorte que l'homme soit pour des raisons absolument obscures envoyé au goulag ou au front pour mourir pour que lui puisse farcir sa femme. C'est totalement arbitraire, c'est délétère pour la société, c'est immoral, bon bah ça faut pas que ça puisse arriver, et donc c'est la nécessité des contre-pouvoirs. Le problème c'est que si les contre-pouvoirs sont juste en train de tout annuler et qu'en fait aucune décision importante et nécessaire peut être prise et qu'en plus les conséquences ne sont pas assumées par ce contre-pouvoir, là il y a un gros problème. Alors partie très amusante de la part de Walid, c'est envoyer un scud un peu à ceux qui sont toujours en train de se plaindre, oui c'est l'état profond et tout, pour essayer en fait ils essaient de rationaliser leur impuissance et leur incompétence. Mais lui, il dit, en fait, c'est normal qu'il y ait un état profond, et je veux dire, c'est juste structurel, quoi. En fait, c'est comme si vous étiez en train de vous plaindre qu'il y a de l'oxygène et de l'azote dans l'air. Bah oui, il y en a, quoi. Il dit, pourquoi l'état profond existera toujours? L'expression état profond est presque toujours mal comprise. Elle sert aux faibles à expliquer leur défaite, aux imprécis à transformer leur incompétence en persécution, aux gouvernants impréparé à invoquer une société secrète là où il rencontre seulement l'épaisseur normale d'un état ancien. Car l'état profond n'est pas caché. Le plus souvent, il est parfaitement visible. Il est dans les concours, les carrières, les habitudes de bureau, les réseaux d'anciens, les formules convenues des notes de synthèse, les jurisprudences intériorisées, les automatismes de validation et les réflexes de corps. Il n'a pas besoin de se dissimuler. Il se confond avec la continuité ordinaire de l'État. Toute démocratie administrative en possède un, au sens sociologique, cette part de l'État qui survit aux alternances, sa mémoire, sa routine, son langage, son personnel et ses manières de considérer le possible. La vraie question n'est pas de savoir s'il existe, il existera toujours, mais de savoir quelle culture l'habite. La droite se trompe lorsqu'elle crie au complot dès qu'elle rencontre une sociologie administrative qui lui est étrangère. Elle devrait se demander pourquoi elle a cessé de produire les générations capables d'habiter l'État avec leurs propres évidences et leur propre conception de l'ordre, du territoire et de la continuité nationale. Un État profond ne se dénonce pas, il se remplace lentement par un autre. L'État profond n'est pas un accident, il est la conséquence normale de toute administration durable. Il n'y a pas d'État sans profondeur, pas d'administration sans mémoire, pas de pouvoir durable sans personnel stable. Le problème n'est donc pas que l'État profond existe, c'est de l'avoir abandonné à d'autres. Magnifique. Donc pour Walid, en fait, lui il dit, à partir du moment où il y avait une organisation humaine, même une association, il y a une association qui regroupe 10 à 15 individus, c'est pas beaucoup, vous pouvez vous dire qu'il n'y a pas un état profond dedans, il y a quand même, il va y avoir un président, un trésorier, etc. Et donc, à partir du moment où vous avez une organisation humaine, il faut des rôles pour l'organiser. Si vous avez des rôles, vous distribuez des rôles avec des pouvoirs. Et donc, s'il y a cette organisation qui perdure dans le temps, l'administration, je dis n'importe quoi, l'association, je dis n'importe quoi, des pêcheurs de truites auvergnats, en fait, vous avez une organisation qui se structure dans cette association, et même si le trésorier n'est plus le même, il avait ses habitudes de travail, c'est-à-dire que le tableau Excel qu'il avait avec toutes les dépenses et tout machin de l'association, le mec d'après, il va pas tout supprimer, en refaire un, il va continuer à bosser avec, ou alors prendre les données et les mettre ailleurs. Il peut changer le fonctionnement, mais en fait, il va se baser sur ce qui a été fait avant, et donc il y a une continuité. Lui, il dit, c'est ça l'état profond, c'est juste le personnel qui est en CDI, c'est juste le tableau Excel, il continue à le travailler avec le même, c'est juste les procédures, c'est des fichiers Word qui sont sur le serveur interne, c'est un gain de temps d'utiliser celui qui était déjà fait avant parce qu'il marche très bien, etc. Et donc en fait lui il dit c'est juste là ça l'état profond, c'est la continuité de l'état quoi. Et donc quand vous êtes un cassos, vous vous dites oui en fait j'ai pas réussi à cause de l'état profond, il est contre moi nanani nanana, et il dit c'est même pire parce que ça donne même des arguments aux élus, aux politiques, aux dirigeants qui sont nuls en fait d'invoquer cette société secrète. Et en fait dans la population, comme il y a l'idée que c'est une espèce de cabale démoniaque dans l'administration, en fait, les gens sont enclins à adhérer au fait que ce politicien était pas juste nul, mais qu'il y avait vraiment une société diabolique au sein de l'État pour faire ça. Il dit non, en fait, l'État profond, ça existe.
c'est la normalité, il y en aura toujours, et c'est normal en fait, juste vous pouvez... Est-ce qu'on peut imaginer une société sans état profond? Je pense que juste faudrait qu'elle s'effondre tous les quinquennaux, quoi. Genre, faudrait qu'on prenne tous les serveurs internes de l'État et qu'on supprime tout à chaque fois qu'on change de gouvernement. Ça va être compliqué de gérer un budget, un personnel, d'avoir un inventaire, ne serait-ce que pour l'armée, la police, les hôpitaux, etc. Si on devait faire ça. Et en fait, c'est la condition pour pas avoir d'état profond, donc c'est évidemment impossible, donc faut arrêter avec ça. Et donc lui, il dit, c'est pas qu'il y a pas un état profond, c'est qu'on a laissé les autres incarner cet état profond au lieu de nous l'être. On va approcher de la conclusion de Walid. Donc il a une phrase pour... conclure ça, c'est passer de l'indignation à l'exécution. Telle est la frontière entre la droite adolescente et la droite d'État. La droite doit cesser de croire que la politique se réduit à un moment électoral. L'élection est nécessaire, elle donne le mandat, la légitimité, l'impulsion. Elle tranche publiquement ce que les institutions ne peuvent trancher seules, mais elle ne suffit pas. Entre la victoire et l'exercice réel du pouvoir se tient l'État. Ce qu'il faut. Il ne suffit plus d'avoir des candidats, des tribuns et des éditorialistes et des électeurs, il faut des cadres, des juristes capables de sécuriser les décisions plutôt que de dénoncer les juges, les préfets capables de contenir les territoires plutôt que de les commenter, les écoles où se forme autre chose qu'une conformité molle à l'époque, et des carrières qui récompensent la précision, l'endurance et le courage administratif. La durée contre l'éclat. La droite administrative ne promet ni le lyrisme des tribunes, ni l'ivresse des soirs d'élection, ni la satisfaction de la dénonciation, elle promet quelque chose de plus rare, la durée. Elle n'a pas pour objet de séduire, mais de gouverner. Intéressant, c'est-à-dire que vous n'aurez pas quelque chose de bandant, sexy, flamboyant, mais vous aurez quelque chose qui va durer, qui sera efficace et qui amènera des résultats concrets. Donc il y a un moment, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un shot de dopamine ou vous voulez des résultats? Parce qu'il faut choisir en fait entre les deux. Prendre réellement le pouvoir. L'État n'est pas un instrument que le vainqueur trouverait intact et docile au lendemain de sa victoire, il est un champ de décision, de traduction, de résistance, de mémoire et d'exécution. Il faut donc cesser d'opposer la politique à l'administration. La politique qui refuse l'administration reste une parole, l'administration coupée de la politique devient une caste. Celui qui ne comprend pas cela peut gagner une élection, il ne prendra jamais le pouvoir.